lors de la réunion de famille. Mon père m'a battu devant tout le monde. Pas avec des mots, pas avec la honte, mais avec une ceinture et un regard qui disaient « Tu l'as bien cherché ». Tout ce que j'avais fait, c'était de dire non. Non, je ne laverai pas les sous-vêtements de mon frère. Non, je ne nettoierai pas ses assiettes sales après ses collations de minuit. Non, je ne serai pas la domestique qu'il m'avait élevée à être. « Tu es une fille », a lancé ma mère. « Tu le sers, c'est un garçon, il mérite mieux. » Ce moment aurait dû me briser. Il ne l'a pas fait. Il a achevé quelque chose que je construisais en silence depuis des années. Il pensait que la douleur me remettrait dans le droit chemin. Il ne savait pas que c'était la dernière fois qu'il me toucherait, me donnerait des ordres ou m'utiliserait. Je suis parti cette nuit-là. Mais je ne me suis pas contenté de m'en aller. Je les ai démantelés sans un cri, sans un scandale, juste avec silence et précision. Les gens disaient que notre maison était parfaite, la pelouse était tondue, les fenêtres brillaient, les chemises de mon frère étaient toujours impeccables, le café de mon père était toujours chaud. Ils supposaient que c'était l'œuvre de ma mère. Ils ne me regardaient jamais. J'étais le système. Personne ne voyait les mains invisibles derrière chaque corvée, chaque repas, chaque liste collée sur le réfrigérateur. Dès l'âge de 8 ans, j'ai appris que l'utilité était la seule monnaie qui comptait. Pas l'amour, pas le respect, l'utilité. Je m'appelle Anna Whitmore, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai été l'ombre de ma famille. Mon frère, Caleb, ne levait jamais le petit doigt. S'il renversait du soda sur le canapé, je nettoyais. S'il avait besoin que son uniforme soit repassé à minuit, je restais debout. S'il ratait un examen, on me grondait de ne pas l'avoir aidé à étudier. Je n'étais pas sa sœur, j'étais son personnel. « Tu es la fille, les filles font tourner la maison », m'avait dit un jour ma mère. En croisant les bras comme si elle venait de citer les Saintes Écritures, je pensais que, si je travaillais plus dur, il me verrait, que peut-être un jour je serais plus qu'un nom sur une liste de corvées. Mais quoi que je fasse, Caleb était toujours le fils, et j'étais une ombre projetée pour le servir. Mon père dirigeait la maison comme un général. Aucune chaleur, juste des ordres. Il croyait que la discipline forgeait la force, et que l'obéissance était le respect. Chaque fois que je remettais quelque chose en question, il me regardait comme si j'avais trahi le nom de la famille. « Tu n'es pas là pour discuter, Anna, » disait-il. « Tu es là pour contribuer. » Ce mot, « contribuer », est devenu une laisse. Il ne signifiait pas « fais partie de cette famille ». Il signifiait « tais-toi et travaille plus dur ». Pourtant, je faisais tout. Je faisais leur lit. Je pliais leur linge. Je mémorisais les listes de courses. Repassais les plis et enlevais le sang des uniformes de football de Caleb quand il se battait. Il ne disait jamais merci. Il jetait simplement plus de vêtements par terre. C'était une sorte de servitude silencieuse, le genre qui ne crie pas, le genre qui vous broie jusqu'à ce que vous oubliez ce que c'est d'avoir des mains qui ne tiennent pas toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mais le jour de la réunion de famille, le jour où ils ont décidé que je ne contribuais pas assez, quelque chose s'est fissuré. Peut-être était-ce la façon dont maman a dit « il mérite mieux », comme si j'étais un appareil défectueux. Peut-être était-ce le regard noir de papa, me défiant de désobéir. Ou peut-être était-ce le sourire narquois de Caleb, celui qui disait « Tu ne partiras jamais ». Quoi que ce fût, j'ai cessé d'avoir peur, et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de glaçant. Il ne m'avait pas brisé, il m'avait formé, et j'allais utiliser chaque once de ce qu'il m'avait appris, mais pas de la manière dont il l'avait prévu. Il y avait dans ma maison des phrases qui résonnaient plus fort que des pas. Ils ne les crions pas, ils n'en avaient pas besoin. Il laissait simplement les mots s'installer comme de la poussière dans les poumons. Sois utile, connais ta place. C'est un garçon. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Je comprenais maintenant. Non pas parce que j'avais vieilli, mais parce que j'avais vu le schéma. Ce n'était pas une question de genre. C'était une question de contrôle, de me façonner en quelque chose qui rendait leur vie plus facile, plus silencieuse, chaque fois que je prenais ma défense. Ils inversaient le scénario. Ne sois pas dramatique. Tu essaies juste de créer des problèmes. Personne ne supportera jamais cette attitude dans le monde réel. Ils ne m'ont pas élevé pour être aimé. Ils m'ont élevé pour être acceptable, pour être une fille qui souriait en faisant les corvées, qui pliait ses émotions comme des serviettes et qui acceptait les ordres comme de l'oxygène. Mais pendant qu'ils lançaient des ordres, j'ai commencé à compter les points. Au début, c'était peu de choses. J'écrivais chaque tâche que je faisais dans un carnet que je cachais dans la doublure de mon sac à dos,
liste de courses, cycle de lessive de Caleb, l'heure exacte à laquelle je devais régler mon réveil pour que le café de papa soit prêt à 6 heures du matin. Puis, j'ai ajouté d'autres choses, les fois où j'ai été blâmé pour le désordre de Caleb, les fois où j'ai mangé les restes pendant qu'il avait le repas chaud, les fois où on m'a dit de me taire quand je pleurais. Ce n'était pas juste une liste, c'était un dossier, un registre, un système de travail non rémunéré et d'imposition émotionnelle. Et plus j'écrivais, plus je réalisais à quel point ma vie avait été réduite à des transactions. L'affection était conditionnelle, les éloges étaient rares, mais l'attente, elle, était infinie. Tu as de la chance qu'on ne te fasse pas payer de loyer? Tu penses que quelqu'un d'autre tolérerait ta grande gueule? Nous te nourrissons, c'est ça, l'amour. Mais ce n'était pas de l'amour. L'amour n'est pas accompagné de reçus. Plus ils parlaient, plus leur hiérarchie devenait claire. Caleb était la couronne, papa était le juge, maman était l'exécutrice. Et moi, j'étais le système, les mains, le silence. Ils pensaient que leurs mots me maintiendraient attaché, qu'ils m'avaient usé jusqu'à la routine. Mais ces mots ont fait tout autre chose. Ils ont cristallisé ma résolution, car chaque « tu n'es qu'une fille » me rappelait ce que je n'étais pas autorisé à devenir. Chaque « fais-le sans te plaindre » m'a appris à travailler en silence, ce qui allait bientôt devenir ma plus grande arme, et chaque « c'est ton devoir » est devenu un autre clou, non pas dans mon cercueil, mais dans le leur. J'ai arrêté de me défendre. J'écoutais, j'écrivais et j'attendais. Parce que les tempêtes ne s'annoncent pas. Elles se rassemblent tranquillement. Et j'étais presque prête. Le jour où ils ont convoqué une réunion de famille, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas d'unité. Les réunions de famille chez nous n'étaient pas des conversations, c'étaient des tribunaux. Et j'étais toujours l'accusé, ce soir-là. Je suis entré dans le salon et je les ai vus tous les trois déjà assis. Papa dans son fauteuil inclinable, Caleb affalé sur le canapé comme un roi, et maman debout, les bras croisés, comme si elle avait répété la scène. « Assieds-toi » a dit papa. « Je ne l'ai pas fait, je suis resté debout. »« Caleb dit que tu n'as pas fait ta part » a commencé maman, en inclinant la tête comme si elle était déçue par un animal de compagnie, pas par une personne. Il dit que son linge n'a pas été plié, sa salle de bain est un désordre. Tu te relâches. J'ai cligné des yeux. Il a 17 ans. Il peut plier ses propres fichues chemises. La main de papa a tressailli. Caleb a souri d'un air narquois. La mâchoire de maman s'est crispée. « Surveille ton ton » a-t-elle lancé. « C'est un garçon, il mérite mieux que ça. » J'ai regardé autour de moi dans la pièce et j'ai réalisé qu'il le croyait sincèrement. Ce n'était pas une performance, c'était une doctrine. « Il mérite des vêtements propres » a-t-elle ajouté. « Il mérite la paix dans sa maison. » « Et moi non, ai-je dit doucement. « Je cuisine, je nettoie, je fais tout, et ce n'est jamais assez, n'est-ce pas? »« Tu es une fille, » a dit papa froidement. « Tu as été élevée pour servir, c'est comme ça que le monde fonctionne. »« Non, » ai-je dit, « c'est comme ça que votre monde fonctionne. Je ne ferai plus sa lessive, ni ses corvées, ni les vôtres. » C'est à ce moment-là qu'il s'est levé, et quand mon corps a instinctivement reculé d'un pas, j'ai su ce qui allait arriver. « Fais sa lessive ou dégage » a-t-il hurlé. Comme je ne bougeais pas, il l'a fait. Il s'est jeté sur moi, sans avertissement, sans retenue. La ceinture n'était même pas cachée cette fois. Elle était sur la table. Attendant comme si elle avait été invitée, il l'a saisie, l'a enroulée une fois autour de son poing, et a frappé. Le son a claqué dans la pièce comme un fouet dans le silence. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé fixement. Le deuxième coup a atterri sur mon dos. J'ai serré les dents. Le troisième a attrapé mon bras. J'ai trébuché. « Tu as oublié ta place » a-t-il crié. Caleb n'a pas bougé. Maman n'a pas scié. Ils n'étaient pas choqués. Ils étaient satisfaits. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils ne me voyaient pas comme une fille. Ils me voyaient comme un investissement raté. Quand ça s'est arrêté, ou peut-être quand il s'est lassé. Je me suis redressé. Ma voix n'a pas tremblé. Je ne suis pas votre servante. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Pas de valise, pas de larmes, pas d'au revoir. Juste un dernier regard aux 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me dire d'être utile et qui allaient enfin comprendre ce que signifiait perdre la seule personne qui faisait respirer leur maison. Je n'ai rien emballé. Je n'ai pas pris mes vêtements, ni mes livres d'école, ni même la petite pile de cartes d'anniversaire que j'avais cachée sous mon matelas. Celle avec des messages sans conviction comme « Rends-nous fiers, Anna ». Je suis juste parti, un sweat à capuche, un chargeur,
Un bras contusionné et un carnet zippé dans mon sac à dos. C'était tout. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai pas crié, je n'ai même pas regardé en arrière. Je voulais que le silence soit la chose la plus forte qu'ils entendent. J'ai marché 3 kilomètres jusqu'à chez Amara, ma meilleure amie depuis la 6e. La lumière de son Porsche était encore allumée. Quand elle a ouvert la porte et vu mon visage, elle n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle s'est juste écartée et a dit « Entre ». Cette première nuit, j'ai dormi sur un tapis de yoga avec un sweat à capuche en boule pour oreiller. C'était dur et froid. Mes côtes me faisaient mal. Mon bras me lançait, mais pour la première fois de ma vie. Personne n'attendait rien de moi. Personne n'a demandé à dîner. Personne n'a exigé le silence ou la servitude. Le lendemain matin, la mère d'Amara a fait des pancakes, des vrais, avec du sirop et des rires dans la cuisine. Je me suis assise à table comme si je n'étais pas à ma place. « Ça te va de rester quelques jours ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil à mon bras. « Plus que quelques jours. » Puis elles m'ont donné une couverture, ont dégagé un coin du débarras, et y ont installé un matelas et une commode d'occasion. Ce n'était pas parfait, mais c'était à moi. Durant ces jours tranquilles, j'ai attendu quelque chose, un texto, un appel, une menace, une reconnaissance de mon départ, que j'avais assez compté pour qu'on me poursuive, mais rien n'est venu. Mon téléphone est resté silencieux, pas de « es-tu en sécurité ?» pas de « reviens », juste le silence, le même genre qu'il m'avait toujours imposé. Mais cette fois, le silence n'était pas le leur, c'était le mien, et j'étais sur le point de le transformer en arme. Tout a commencé par une liste. Pas pour la vengeance, pas encore, juste pour me souvenir. J'ai ouvert mon carnet et j'ai intitulé la page, chose que je faisais avant qu'ils ne disent que je n'en faisais pas assez. J'ai d'abord écrit rapidement, les choses évidentes, cuisiner 3 repas par jour, nettoyer la salle de bain de Caleb, repasser les uniformes scolaires, faire les courses, préparer les déjeuners, puis sont venues les choses plus profondes, cacher mon propre bulletin de notes pour que les C de Caleb n'aient pas l'air si mauvais, endosser la responsabilité quand il a cassé le mixeur de maman, rester debout pour réchauffer le dîner quand papa travaillait tard, même quand j'avais des examens, m'excuser pour des choses que je n'avais pas faites. Ça ne s'arrêtait pas. La liste continuait de s'allonger. 10 pages, puis 15, puis plus. Ce n'était pas seulement un dossier, c'était un registre. Et chaque entrée chuchotait une seule vérité. Ils avaient une dette envers moi, non pas en argent, mais en respect, en soins, en reconnaissance, et ils ne la paieraient jamais. C'est à ce moment-là que le changement s'est produit. J'ai arrêté de me demander pourquoi ils n'avaient pas appelé. J'ai arrêté d'attendre que leur culpabilité se manifeste. Au lieu de cela, j'ai commencé à me préparer. J'ai commencé par demander mon indépendance financière, avec la mère d'Amara comme témoin. J'ai soumis les documents pour révoquer leur accès à mes dossiers de scolaire, mes dossiers de santé, tout ce qu'ils pourraient essayer de contrôler plus tard. J'ai obtenu une nouvelle carte de débit à mon nom. J'ai transféré mes économies d'étudiante et j'ai verrouillé mon opérateur téléphonique pour qu'il ne puisse pas suspendre ma ligne. Puis, j'ai scanné les ecchymoses. Pas pour la police. Pas encore. Juste pour avoir des preuves. Je ne préparais pas un scandale, je n'écrivais pas un article dénonciateur, je ne voulais pas de drame, je voulais de la clarté. Je voulais que la prochaine fois qu'ils regarderaient autour de leur maison et se demanderaient pourquoi tout semblait plus lourd, plus froid, plus silencieux. Ils se souviennent de moi, pas avec colère, pas avec culpabilité, mais par mon absence, parce que je n'étais pas la fille qu'ils avaient perdue. J'étais l'air qu'ils avaient oublié de respirer. Et maintenant, ils allaient devoir apprendre à suffoquer sans moi. 3 semaines passèrent. Toujours pas d'appel, toujours pas de texto. Juste un silence grandissant qui n'était plus vide, il était électrique. Puis, un matin, alors que j'aidais la mère d'Amara à porter les courses sur le porche, j'ai entendu la première fissure. « J'ai croisé ta mère au magasin », dit-elle nonchalamment. Elle avait l'air épuisée. Elle ne pouvait pas soulever un gallon de lait sans grimacer. Elle a demandé de l'aide au caissier pour emballer, a dit qu'elle avait mal au dos, mais elle avait l'air plus dépassée que blessée. J'ai hoché la tête. À peine. Ce soir-là, j'ai rouvert mon carnet. Je suis passé à une nouvelle page et je l'ai intitulée « Ce qu'ils perdent sans moi ». Le lendemain, la cousine d'Amara, Maya, qui habitait à 2 pâtés de maison de mon ancienne maison, a envoyé une photo de Caleb devant la laverie automatique. Ses vêtements entassés dans un sac poubelle. Il avait l'air confus et furieux. 1 semaine plus tard,
Mon père est arrivé en retard au travail 3 jours de suite. Un voisin m'a dit qu'il avait commencé à s'en prendre aux clients. La rumeur disait que les ressources humaines lui avaient adressé un avertissement après qu'il eut explosé lors d'une réunion du personnel. Et puis, le message est arrivé. Mon téléphone a vibré. Un numéro que je n'avais pas bloqué parce que je n'en avais pas besoin. « Maman, Caleb a un dîner de remise de prix ce vendredi. Aucun de ses costumes n'est repassé. Tu dois arrêter d'être ridicule et rentrer à la maison. » Pas de salutation, pas d'excuses, juste une exigence déguisée en invitation. Je n'ai pas répondu. 4 jours plus tard, un autre texto. « Papa, c'est puéril. Personne ne tolérera ton comportement dans le monde réel. Rentre à la maison, excuse-toi, et nous te laisserons regagner ta place. » Me laisser la regagner? J'ai ri. D'un rire sec et amer, j'ai pris des captures d'écran. Non pas comme preuve, mais pour moi-même, comme un rappel. Voilà qui ils sont, à ce moment-là. Je m'étais inscrite à un programme de soins infirmiers dans un collège communautaire local. Je vivais à plein temps dans la chambre d'amis chez Amara. J'aidais pour le dîner. Je prenais le bus et j'étudiais tard. C'était dur, mais c'était réel, et à moi. Pendant ce temps, à la maison des Whitmore, les systèmes que je maintenais autrefois s'effondraient. Les voisins commençaient à chuchoter, Caleb a commencé à sécher les cours, un professeur a envoyé 2 courriels à la maison, aucune réponse. Ma mère a demandé de l'aide à l'église pour les repas, prétextant un problème de mobilité, et pourtant, ils prétendaient toujours que j'étais simplement parti. « Ils disent aux gens que tu es parti pour un stage, » a dit Amara un soir, « que tu poursuis la maturité. » La maturité, c'est drôle comme ils ne la louaient que lorsque cela arrangeait leurs mensonges. Je n'ai corrigé personne, j'ai simplement continué à construire ma vie. Puis, j'ai préparé une boîte, à l'intérieur, toutes les listes de corvées manuscrites qu'ils collaient sur le réfrigérateur. La carte d'anniversaire où maman a écrit « Nous ne t'avions pas prévu, mais Dieu a un but. » Le médaillon cassé qu'elle m'a donné à 13 ans avec les mots « Pour que tu te souviennes que nous n'étions pas obligés de te garder. » Et enfin, le registre, je l'ai imprimé, 52 pages. Je l'ai relié et j'ai étiqueté la couverture. Travail non rémunéré. Année 10 à 17. J'ai scotché la boîte. Pas de mots. Juste une étiquette d'adresse. Pas de retour. Je l'ai laissé sur leur seuil à l'aube. 2 jours plus tard, Maya a envoyé un texto. Ils ne sont pas sortis pendant des heures. Puis ton père a ouvert la boîte. Il était pâle. Bien, parce que je n'étais pas bruyante. Je n'étais pas violente. Mais j'étais exacte. J'avais pris tout ce qu'ils exigeaient autrefois. Mon travail, mon silence, mon utilité, et je le leur avais rendu sous la forme qu'ils craignaient le plus. La documentation, la preuve qu'ils ne s'attendaient jamais à ce que je collecte, la preuve de ce qui arrive lorsque la colonne vertébrale de la maisonnée s'en va et ne revient pas. Pas de gros titres, pas de scandale, juste le silence aiguisé en vérité. J'ai emménagé dans un studio à 2 pâtés de maison du campus. C'était petit, avec une seule fenêtre, un plancher qui craquait et une douche qui coulait soit brûlante, soit glaciale. Mais chaque centimètre carré était à moi. Je travaillais à temps partiel dans une librairie locale. J'étudiais le soir, je suivais des cours de soins infirmiers pendant la journée, je préparais mes propres repas et je pliais mon propre linge. 2 lessives par semaine, calmes et paisibles, chaque vendredi. J'allumais une bougie, pas pour la guérison, pas pour le souvenir, juste parce que je le pouvais. Personne n'aboyait des ordres, personne ne claquait les portes, personne ne me regardait comme si je leur devais quelque chose juste pour exister. Et pourtant, le monde ne s'est pas effondré. Je ne me suis pas effondré. Je ne suis pas rentré en rampant, j'ai prospéré. Pendant ce temps, les nouvelles me parvenaient au compte-gouttes, non pas parce que je les demandais, mais parce que le monde est petit et que la douleur laisse des échos. Une fille de l'église m'a envoyé un message. « Ton père s'est évanoui à l'épicerie. On dit que c'était le stress. » La cousine d'Amara a vu Caleb à un salon de l'emploi, en colère, débraillé, criant sur un bénévole parce que son CV s'était froissé. Ma mère avait rejoint un groupe de soutien en ligne appelé « Parents d'enfants ingrats ». Elle publiait des fils de discussion intitulées « Quand ils oublient qui les a nourris ». Ils n'avaient pas changé. Ils se sont juste effondrés sur eux-mêmes, en colère contre le vide que j'avais laissé derrière moi, mais jamais assez courageux pour le nommer. Et moi, je n'avais plus besoin de leur honte pour me définir. Je n'avais plus besoin que leur absence me fasse mal, car j'avais appris quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais enseigné. La paix est plus forte que la douleur. Si l'on reste assez silencieux pour l'entendre,
On dit que la vengeance est un feu, mais personne ne parle de celle qui ne brûle pas. La mienne était froide, contrôlée, propre. Je ne leur ai jamais crié dessus en ligne. Je n'ai jamais exposé mon histoire en public. Je n'ai jamais frappé à la porte pour dire « Regardez ce que vous avez perdu », parce que je n'en avais pas besoin. Chaque assiette que je lave maintenant est la mienne. Chaque chemise que je plie est pour moi. Chaque lever de soleil auquel j'assiste ressemble à une protestation silencieuse qu'ils n'entendront jamais et ne pourront pourtant pas faire taire. Parfois, je me demande si la maison sent encore l'eau de Javel et la frustration, s'ils impriment encore des listes de tâches et les collent sur un réfrigérateur vide, si Caleb a un jour compris que les micro-ondes ne se remplissent pas tout seuls, si ma mère cesse un jour de tressaillir quand quelqu'un prononce mon nom, si mon père regarde un jour sa ceinture et se souvient que ce n'est pas l'obéissance qui la batte,